tiers-livre, un cycle qui s'intitule Les 40 jours, et savez-vous quoi? On est au 40e. On a même fait des petits rabats ici ou là entre-temps. Est-ce que un cycle qui arrive à sa fin, tu le vis tristement ou soulagement ou... Non. L'impression que là, ce qui a à réfléchir, enfin en tout cas de mon côté, c'est qu'est-ce que ça a changé pour moi? Qu'est-ce que ça m'a fait découvrir, cette répétition, ce fait d'aller trop vite, parce que de jour en jour, il faut bien avancer. Et puis, ces rendez-vous qui sont là, qui sont obscurs, impalpables, et tu sais que justement, parce que une énergie est hors de toi, eh bien, tu vas pouvoir passer à travers cet impalpable, le collecter dans tes mains. Et puis, il y a toute cette masse, des contributions, et le fait d'avoir fabriqué un territoire, tu le prends comme une nouvelle base de départ. Donc là, bien sûr, attendez, on va faire une petite respiration, mais je ne le vis pas comme une fin, absolument pas. Au contraire, comme quelque chose qui peut solidifier les autres cycles, structurer aussi. Allez, là c'est un rendez-vous qui pour moi était obligatoire dès le début, peut-être même à fonder cette relation à la ville que je ne voulais pas comme un enfermement, mais comme justement et précisément ce premier semestre de l'année 1922, ce qui nous reliait et ce qui nous exauçait en tant que communauté. J'ai appelé ça ville, appelé ça monde, appelé ça face à face, regard contre regard. Peu importe, on était dans l'écriture, on était dans qu'est-ce qui nous rassemble. Et peut-être ça, évidemment, c'est ça tellement le plus important. Alors le rendez-vous, encore mon Walter Benjamin, mais précisément parce qu'on est au bout de ces 40 jours, comment travailler sur un ouvert? Comment travailler sur une étape qui ne soit pas une clôture? Comment passer un relais? Comment faire en sorte que tout ce qu'on a essayé, exercice, série qui se fabriquait à l'intérieur de ces 40, puisse, en décantant, être elle-même traversée et prise comme par relais pour quelque chose qui nous emmène où? Nous emmène dans ce qu'on doit au livre. Ce qu'on doit au livre, c'est pas une gratitude à l'auteur ou au livre, c'est ce qu'il nous fait traverser. Toujours ce mot-là qui revient là depuis que j'ai commencé de parler, pour nous amener à nous-mêmes, nous mettre face au présent, tout en rassemblant tout ce qui est là par l'arrière. Vieille lune, oui, vieille lune. Mais c'est important aussi de se dire que on se débarrasse de toute gratitude, que ce qui pourrait être intéressant, c'est pas venir s'agenouiller. Il n'a jamais été question de ça devant la littérature et même devant ce que représente le livre, quoi que ce soit qu'on lui doive, mais plutôt se redresser. Dans se redresser, il y a un mouvement d'écarter, repousser au loin pour avoir ce qui est peut-être plus fragile, parce que ça ne nous appartient qu'à nous. Est-ce que ça définit un projet? Peut-être que justement, le projet ne se définit lui aussi que rétrospectivement. C'est peut-être là où on peut aller plus loin que ce qu'on a fait avec Outils du roman ou avec faire un livre, c'est-à-dire avoir accumulé une matière et là, organiser que cette matière puisse, vous savez, les blobs dans le monde organique, animal, je ne sais pas, c'est entre les deux, mais que ça puisse s'élargir et continuer de vous appeler. Et continuer de vous appeler, même si vous ne pouvez pas, à l'instant présent, définir un point d'arrivée. Alors quand dans les années 80, j'ai découvert Walter Benjamin, les œuvres commençaient de nous arriver progressivement. On a parlé de Sens unique hier, de ce petit texte tellement essentiel sur Baudelaire, chez Payot, avec les trois grands mouvements, ou les trois embryons sur Baudelaire, dont ces fragments à la fin, intitulés, rassemblés sous le titre Central Park.
correspondance par laquelle tout d'un coup on découvrait ce travail d'homme derrière, ce travail dans le doute, l'incertitude, mais l'enthousiasme, Kafka, Brecht, tout ce qu'on cherche pour soi-même, la difficulté, ce black boulet de l'université, etc. Et puis arrive à ce moment-là, chez Zourkamp, enfin, ce qu'on savait exister, 1982, c'est l'année où j'ai publié mon premier livre. Ça aussi, c'est des thèmes de réflexion. Comment, pour aujourd'hui, il fut un temps où on demandait aux étudiants quelle avait été leur première connexion Internet. Maintenant, ça n'existe même plus. L'Internet précède l'arrivée de l'écriture. Pour moi, évidemment, c'est venu tard, mais le Passagenwerk de Benjamin est venu matériellement, rendu disponible, alors même que je publiais déjà mon premier livre. C'est une petite chose, là, c'est pas là-dessus qu'on va travailler, bien sûr, mais ça fait partie. C'est quelque chose qui donne un coup de butoir latéral sur l'ensemble du rapport à l'écriture, à la ville, à l'histoire, au XIXe siècle, tout simplement, à Baudelaire, à Balzac, aux surréalistes. Et puis, vous découvrez qu'il a bien fallu que vous vous inventiez sans avoir ces outils. Alors la surprise, quand arrive dans les Gesammeltschriften, donc dans les œuvres complètes de Benjamin, volume 1, volume 2, le Passagenwerk. Le livre des passages? Non, ça c'est la version française, Paris, capitale du 19e siècle, le livre des passages. Non, c'est le Werk, c'est le chantier des passages, le laboratoire des passages, mais aussi jeu de mots, das Werk, Passagen, donc il y a bien un pluriel, mais passage, tout ce qui traverse, comment faire chantier de tout ce qui est mobile et qui horizontalement traverse, horizontalement ou verticalement d'ailleurs. Voilà. Et la surprise, c'est que quand tu ouvrais ce livre, donc en allemand, chez un éditeur allemand, bien évidemment, il reste, ce qu'écrit Benjamin est en allemand, mais 80% du livre, c'est des recopiages en français. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un comme Walter Benjamin, qui s'est suicidé en 1940, de laisser à la postérité comme œuvre? Est-ce que c'est œuvre principale? Peu importe. En tout cas, comme chantier structurant la figure de l'œuvre, un livre qu'il n'a pas écrit, puisqu'il est fait de recopiage. Alors, laissons les Gesammeltschriften. On a eu la chance qu'en français, là, ce soit rendu disponible Zourkamp 1982. 1989, il a fallu 7 ans, quand même 7 ans dans lesquels, moi, à chaque fois, c'était ouvrir, regarder, suivre, mais j'avais pas assez d'allemand pour une vision globale. Donc ça, c'est aux éditions du Cerf, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Le prix était en français, prix 390 francs. Et le plus important, eh bien, la table des matières. Par ordre alphabétique, de A à Z, ça s'appelle Notes et matériaux, avec dedans 2 textes dont on savait l'existence par la correspondance, par les divergences avec Théodore Adorno, parce qu'aussi ça recoupe Baudelaire, qui devait être un chantier unificateur. Exposé de 1935, c'est là d'où vient le titre « Paris, capitale du 19e siècle », refait en 1939, exposé de 1939, Paris, capitale du 19e siècle. Donc Walter Benjamin formulant son chantier, alors que ce chantier, en tant que tel, le déborde, multiplie sa quantité et multiplie son territoire à mesure même qu'il avance. C'est-à-dire, avancer n'est pas aller vers une fin du chantier. Avancer, c'est multiplier devant soi les facettes du chantier. Et comment ça, tu peux le formaliser? C'est là où ça nous intéresse pour notre atelier. Le moment où, quand tu avances, où tu sais que c'est ça ton livre, où tu sais que c'est ça que tu dois écrire, l'avancée, la toute petite avancée dans l'écriture, elle n'est pas solidifiée, le projet. Elle le démultiplie.
Mais parce qu'elle le démultiplie, elle le rend aussi plus cohérent, plus solide. Sauf que toi, dans les mains, t'as quoi? Se multiplie ce que tu as à faire. Et ça, nous, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Alors, j'en reste encore un tout petit peu sur Paris, capitale du 19e siècle. Donc, ces recopiages, vous savez que Walter Benjamin utilise des fiches. Vous savez aussi que dans Sens unique, il y a plusieurs passages comme ça sur la méthodologie, et en particulier sur cette notion de fiche, de fichier, et donc ces centaines, ces milliers de fiches que Walter Benjamin accumule quand il quitte Paris en 1940, c'est-à-dire qu'en 1935, elle s'installe à Paris parce que plus possible de circuler en Europe et que depuis 1933, plus possible de revenir en Allemagne. C'est un pays nazi avec des lois antisémites pour Benjamin. Non. En 1935, il y a ce choix étrange de dire, comme nous, on pourrait avoir la tentation d'habiter Internet, en tout cas moi, se dire, si j'habite la Bibliothèque nationale, je suis protégé par les livres, je suis hors du désordre de ce monde. Et c'est là aussi où ce premier semestre de l'année 2022, ça peut nous concerner extrêmement fort. De 1935 à 1940, Walter Benjamin vit dans la Bibliothèque nationale et accumule les fiches du Passagenwerk, le livre des passages si vous voulez, dans ce grand projet qui s'appelle Paris, capitale du 19e siècle. C'est donc bien ce qu'on va reprendre avec ces deux textes lumineux qui sont ces exposés, aussi lumineux que les travaux sur Baudelaire, parce qu'ils énoncent un projet en tant qu'il est inatteignable. Mais en tant que toi, tu t'astreins, tu deviens astreint à cette tâche sans pouvoir y échapper, parce qu'en elle, l'écriture, en elle, l'intellect, en elle, la découverte. Alors ces fiches, en 1940, Walter Benjamin le donne, les confie à un bibliothécaire des bibliothèques nationales. Il s'appelle Georges Bataille. Il les planque. Et puis, donc après-guerre, en 1947 ou 50, par là, Bataille sera celui qui... Voilà, j'ai conservé le travail de Walter Benjamin. Est-ce que c'est un travail clos ? Eh bien, la surprise, c'est que malgré l'étendue là, du Passagenwerk, eh bien, la surprise, c'est qu'une équipe rassemblée avec la collaboration de Giorgio Agamben a repris ce qui concernait encore plus l'atomisation des notes, l'atomisation d'autres fiches sur Charles Baudelaire, et que voilà un livre encore de près de 1000 pages qui déborde Passagenwerk, mais qui évidemment le recoupe, qui évidemment le prend dans une autre dimension fractale, rejoint aussi, non pas l'exposé, mais les textes sur Baudelaire. Alors est-ce qu'on aura un jour fini de ça? C'est pas la question. Mais là aussi, cette question de l'œuvre en progrès, l'œuvre ouverte. Et non pas pour nous définir une œuvre ouverte, mais pour comprendre en quoi saisir notre projet comme n'étant pas assignable dans une limite mentale au moment même où on écrit, et qu'écrire démultiplie encore l'impalpable, l'intuition, la quantité de ce qu'il faudrait rassembler pour que ça tienne. On va occulter ce doute de l'écriture, on va juste se renforcer dans comment avancer là, avec ça. Alors, Passagenwerk, si je prends l'ordre des chapitres, il y a l'index des auteurs cités qui est formidable aussi. Enfin, c'est un outil de travail de toute façon permanent. Passage, magasin de nouveautés, Calicot. Prenez ça. Ces passages creusés à l'intérieur de la ville haussmannienne, comme on en a plein. Passage des panoramas, passage Verdeau et puis d'autres. Il s'ouvre quoi? Il s'ouvre les vitrines. La marchandise s'expose dans un espace qui est, est-ce qu'il est intérieur, est-ce qu'il est extérieur, grâce
aux charpentes de fer et à la protection de verre qu'il y a au-dessus. Ben non, c'est un Zwischenraum, comme dira Benjamin, un espace à la fois intérieur ou extérieur, ou ni intérieur ni extérieur, mais les rues, elles, eh bien, c'est au milieu, c'est l'égout, encore que c'est la même période où l'égout devient souterrain, voire les Misérables, ça aussi il en parlera. La ville devient souterraine en même temps qu'elle s'élève. N'empêche que ces rues pavées avec les rigoles du Moyen-Âge, c'est pas là que tu exposes des vitrines. Il y a juste des bornes. Servent à quoi ces bornes sur les ruelles? Il y en a encore plein. Bien, juste à se mettre contre le mur quand passent ces énormes charrettes, sans quoi tu serais broyé. Avec les passages, la marchandise devient vitrine. Qu'est-ce que ça change? Ensuite, B, mode. Prenez le peintre de la vie moderne de Baudelaire, Constantin Guise ou Guy, dans la foule à Londres, ébauchant des croquis, des silhouettes, et puis l'émergence du vêtement comme permettant un point fixe de repère dans la vitesse et l'anonymat de la foule. La mode surgit et s'installe en tant que concept. Le Paris antiquisant, catacombe, démolition, déclin de Paris. Là, on est beaucoup plus chez Balzac. Prenez l'antiquaire au début de La peau de chagrin, prenez les démolitions dans La cousine bête, dans cette maison qui survit là, dans cet îlot entre le Louvre et Tuileries. L'ennui, éternel retour. Encore liaison à ces passages, mais ça va retraverser aussi avec le flâneur, avec le dandy. Et ben, c'est ces types qui, pour montrer qu'ils n'ont pas peur du temps, promènent des tortues au bout d'un ruban dans les passages. Haussmannisation, combat de barricades. Les barricades de 1830, de 1848 enserrent la transformation haussmannienne de la ville. Construction en fer, je l'ai évoqué, exposition, publicité, Granville, le collectionneur, l'intérieur, la trace, Baudelaire. C'est-à-dire que là, de 247 à 405, on a un chapitre d'une centaine de pages uniquement consacré aux notes et fiches sur Baudelaire, mais c'est ces 100 pages-là qui vont devenir les 950 là, de l'équipe Giorgio Agamben. Miroir, prostitution, jeu, mais là on retrouve Baudelaire encore. Les rues de Paris, peinture, moderne style, nouveauté, Saint-Simon, chemin de fer, la construction des gares, mais c'est aussi en même temps ville de rêve et maison de rêve. Tiens donc. Et puis là, l'arrivée de Fourier, les phalanstères, la réorganisation ouvrière par type d'éclairage. Qu'est-ce qu'amène l'éclairage au gaz et qu'est-ce qu'amènera la fixité de l'éclairage électrique remplaçant la mouvance du gaz? La photographie, la poupée, l'automate, mouvement social, histoire littéraire, la commune, oisiveté, matérialisme, histoire des sectes. Bon, c'est un livre infini. Pourquoi? Parce que ce qu'on découvre là, vous pouvez tomber sur un fragment de Victor Hugo, un fragment de Balzac, une phrase de Louis Aragon ou des surréalistes. Quand je dis c'est infini, ça l'est. Mais en même temps, c'est ce que Judith Schlanger décrit dans Présence des œuvres perdues, c'est-à-dire y compris dans les classements à la Bibliothèque nationale. On appelle ça les éphémères. C'est-à-dire ces livres, ces plaquettes, ces pamphlets, ces petites choses qui circulent. Et puis au revoir, on ne les classe pas dans les livres. Mais quand une époque relie la précédente, ou quand une époque cherche à se lire elle-même, ce qu'elle puise dans les périodes précédentes, elle l'invente. Le mot invention, là, c'est celui des archéologues dans les ruines. On invente un objet qu'on trouve dans une fouille archéologique. Eh bien, chaque époque, pour se comprendre elle-même, ne se réduit pas à ce qu'on sait de l'époque précédente, mais reformule, y compris là, pour nous, c'est aussi l'enjeu de la recherche en numérique, qui continue pour nous. C'est-à-dire, on continue le même, et l'écriture, le mot, la phrase, la syntaxe, l'histoire littéraire. Mais on relit l'histoire littéraire, on la refabrique, Maupassant dans sa chronologie au quotidien, Kafka ou Baudelaire dans le fait qu'il n'y a pas d'édition définitive des Fleurs du Mal ou des cahiers de
de Franz Kafka. Je déborde. Non, c'est cette relecture-là qui suppose l'inventaire pour être reprojeté vers l'avant. Et ça se retrouve. Alors Schlanger, elle, c'est ce qu'elle examine, c'est-à-dire tous ces continents d'œuvres perdues. Le continent des manuscrits refusés. Le continent des livres à peine disparus au bout de quelques jours de présence publique. Les livres qui n'ont pas fait trace, ni dans la presse, ni dans les grandes bibliothèques. Comment voulez-vous, par exemple, aujourd'hui, parler de la question égalité homme-femme dans lecture, écriture, création artistique, si on ne va pas réexaminer comment chaque époque a installé des barrages. Est-ce que Nathalie Sarraute a été reçue de la même façon que Claude Simon? Non. Est-ce que Gertrude Stein a été reçue de la même façon que Joyce? Non. Donc, on doit retourner et dans ce retour, refabriquer. Mais refabriquer alors même que les traces ont été évacuées de manière, elle aussi, inégale. Alors tout ça, ça nous fait bien des choses pour lancer un exercice. Ouais, mais c'est à la fin, c'est le 40e. Et si on ne réaffirme pas durement, résolument ce pourquoi on se fait des défis qui peuvent sembler aussi incroyables. Non mais regardez, plus de 2000 contributions au moment où je parle. 2180, je crois, ce matin. Pourquoi on se fait ça à nous? Sinon, justement, parce qu'on sait que ça vaut le coup. Alors, Judith Schlanger, présence des œuvres perdues, peut-être que Paris, capitale du 19e siècle, c'est le continent des possibles si on va voir ce qui a été perdu, ce qui est perdu. Et Benjamin le trouve. Alors évidemment, c'est plus perdu puisqu'il l'exhume. Tout ça est dans une dialectique qui est belle. Mais ce qui est fondamental, c'est que justement dans le tri et les catégories, et là pour moi c'est très important là, de l'énoncer, la façon de structurer notre regard sur la société. Ou je dis époque plutôt, sur un temps. La façon d'appréhender un temps dans sa matérialité éclatée. C'est mieux comme ça. Où il s'agit de photographie, où il s'agit d'architecture, où il s'agit de fabricants d'utopie, où il s'agit des choses vues de Hugo, ou de la Maison des rêves, ou des éclairages, autant que des mouvements sociaux, autant que des gants jaunes de Charles Baudelaire. C'est ça qui nous réorganise, c'est-à-dire cette lecture-là, on la reformule dans le 19e siècle parce que c'est ce que le coup de butoir, même image que j'ai déjà utilisée il y a un petit moment, du surréalisme avec le paysan de Paris qui est omniprésent ici, ou Nadja, dérive dans la ville, bien avant Debord, où ce coup de butoir du surréalisme est indissociable de notre lecture de notre propre présent. Walter Benjamin, Paris, capitale du 19e siècle. On en est où? Eh bien, Kenneth Goldsmith. Alors Goldsmith, pareil, vous connaissez le livre Uncreative Writing, que j'ai traduit sous le titre L'écriture sans écriture. Ken a écrit, bien sûr, il y a plein et plein de choses. Par exemple, vous prenez le Times de telle journée, une journée toute ordinaire. Quand vous lisez un journal, il y a les colonnes, il y a la disposition graphique, il y a les choses qu'on va retrouver, il y a les programmes télé, il y a les petites annonces. Et Kenny se saisit d'un numéro arbitraire du Times et le recopie au clavier linéairement. Par contre, à chaque moment, qu'est-ce que je recopie? Le gros titre? Pas le gros titre, je recopie colonne par colonne, de haut en bas, ou sujet par sujet. Puis quelque chose qui va revenir à la page 4 et qui a juste un chapeau. Bon, ça c'est son problème, et c'est fascinant. N'empêche que vous vous retrouvez avec un livre linéaire de 400 pages, qui est la transcription intégrale d'un numéro ordinaire du Times. Évidemment, l'interrogation est sur le livre, l'interrogation est sur la politique,
d'interrogation et sur nous dans notre temps, mais ça reste avant tout une démarche conceptuelle. Rien ne vous empêche de prendre le Figaro ou l'Humanité ou le Monde du jour et de faire la même chose, sauf que le statut de la presse a changé, alors que le statut du New York Times aux US a peut-être moins changé. Ça nous importe peu. Mais enfin, en tout cas, cette dimension conceptuelle de Kenneth Goldsmith, c'est ce qu'on hérite de lui, ce ami gredin, chenapan, pirate, corsaire, tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que ça fait du bien des gens comme ça, dira-t-il avec son petit sourire, se promenant en pyjama dans la rue. Qu'est-ce que nous lègue Kenny? Un livre qui s'appelle Capital, référence évidente à Capital, la 20th century, Capital pour le 20e siècle, là où Benjamin avait écrit Paris, capitale du 19e siècle. Qu'est-ce que serait la capitale pour le 21e siècle? Justement, peut-être que si toute la tentative de Kenneth Goldsmith, quand on parlait de la suite que je ferais à ma traduction, mais non, mais Capital, tu vas traduire Capital? Non, je peux pas. Je sais pas si quelqu'un pourrait, quiconque pourrait. Mais est-ce que la question première ne serait pas aussi celle-là? Le défi que se donne Kenneth Goldsmith. Benjamin ouvre une lecture autre du monde et de la ville parce qu'il écrit Paris, capitale du 19e siècle. Il dit, je prends 20e siècle, c'est New York, la capitale du 20e siècle. Et je rassemble tout ça dans Capital avec la même démarche que Walter Benjamin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne de Kenneth Goldsmith, mais sur l'ensemble de la table des matières, je vais vous en parler une minute, et en dossier joint, je ne sais pas ce que je vais piocher au hasard, probablement quelques pages, mais c'est la table des matières dans laquelle on va jeter un coup d'œil pour lancer cette 40e en boucle ouverte. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait Tokyo, Cape Town, Berlin, Londres, ou là, le coin de ma rue, qui serait la capitale du 21e siècle? Est-ce que c'est pas Internet, la capitale du 21e siècle? Se débarrasser même de l'idée de capitale, est-ce que c'est pas encore là aussi ce qu'on vient de faire dans tous ces 40 exercices sur la ville? Un des livres de Kenneth Goldsmith c'est un recueil d'articles qui s'appelle Wasting Time on the Internet. Perdre son temps dans Internet. Et justement, l'idée de perdre son temps, c'est celle du flâneur dans Walter Benjamin. Alors, où j'en suis avec tout ça? Paris, capitale du 19e siècle. New York, capitale du 20e siècle. Des livres écrits par collage, recopie. Et pourtant, la question de l'auteur est primordiale, puisque celui qui organise et celui qui propose et celui qui structure et qui nomme la structuration produit un monde. Il y a la même fascination balsacienne à lire Walter Benjamin. Ces notes collectées de 1935 à 1940, que les 4 ou 10 ans, parce qu'il a toujours des chantiers simultanés, que Kenneth Goldsmith, qui vit à New York, amoureux, piéton de New York, collecte sur sa ville pour en faire, c'est là encore plus de 900 pages, des énormes pages qui sont New York, capitale du XXe siècle. Si aujourd'hui on n'en a plus de capitale, y compris parce que le monde va mal, tous les enjeux, ça j'entre pas. Qu'est-ce que nous on a à organiser pour que notre écriture ait un sens? Avoir un sens ou avoir du sens, est-ce que c'est donner une direction? Non, que ce soit Benjamin, on écrit dans l'impossibilité de téléologie. On sait que toute tentative de définir un futur s'annule d'elle-même à mesure qu'elle s'énonce. C'est là, cette notion de saut dans le vide. Et pourtant, on écrit quand même. Et pourtant, il reste quoi? Le travail que Benjamin fait sur Baudelaire. Qu'est-ce que c'est un poème où le temps s'annule?
La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse, agile et noble avec sa jambe de statue, etc. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide, etc. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. Il se passe quoi quand Baudelaire, pour dire la ville, annule le temps? Eh bien, ça, vous l'écrivez dans 3 textes ici, en essayant de cheminer toujours vers ce mystère, et puis pour ça, il vous faut ces 900 pages. Alors, Kenneth Goldsmith. Le livre est en 2 parties, part 1, part 2. Je pense que c'est simplement pour mimer les Band 1, Band 2, volume 1, volume 2 du Passagenwerk. Je ne sais pas à quoi il ressemble en traduction anglaise. Ce serait bizarre, puisque nous, on retrouve notre langue natale. On retrouve du français à 80% dans ce livre. Qu'est-ce que je dis? À 95%. Qu'est-ce que ça veut dire en traduction? Partie 1, préface. Dream City, la ville de rêve. Empire, à la fois la notion d'empire et puis l'Empire State Building. Antiquité, tiens, clin d'œil à Benjamin. Nature, là vous retrouvez Central Park aussi. Qu'est-ce que ça veut dire si le centre de la ville se prétend reconstitution de nature, nature à l'image du monde? Panorama, là encore un mot totalement décalé puisque le panorama chez Benjamin, c'est l'essence de ce qui dépasse la représentation et que la photographie va tuer. Mais à l'intérieur même de la ville, comme lieu où tu vois le hors-ville, mais panorama au XXe siècle, ça n'existe plus. Empire State Building, les foules, là encore clin d'œil à Baudelaire et à Constantin Guy, au peintre de la vie moderne, la rue, toujours une intersection, mais après il ajoute psychogéographie, donc de bord, et de bord évidemment, non pas lecteur de Benjamin qui ne lui était pas accessible, 50, 55, 56. Je parle de Debord et son groupe. Mais nous, aujourd'hui, comment lire Benjamin sans avoir derrière nous l'appui de Debord et de la psychogéographie comme expérience de la ville? Chapitre qui s'appelle Corps, un chapitre qui s'appelle Sexe, Coney Island, on en a parlé sur le New York Daily, alcool, drogue, sound, le bruit de la ville, smell, l'odeur de la ville. Food, on mange quoi à New York? La publicité. Et la publicité, ensuite, chapitre sur Times Square. Poussière. Vous avez vu la pollution à Shanghai? C'est Shanghai, la capitale du XXIe siècle. Central Park, Subway, le métro. Tandis qu'évidemment, pour Benjamin, là, il ne pouvait pas y avoir de métro. Au mieux, il y avait les égouts des Misérables. Partie 2, la notion de centre-ville, downtown, l'art, la textualité, solitude, Mapplethorpe, le verre, l'utilisation du verre dans l'architecture, les médias, donc la presse, la puissance et le pouvoir. Commodity, comment vous traduiriez commodity? Le confort privé dans l'immensité de la ville, gentrification, suburbs, tous ces... Quand vous habitez Queens, le crime, la pauvreté, unrest, que la ville soit en permanence activité. Ça, c'est L'homme des foules d'Edgar Poe, Baudelaire, Benjamin, Phil, etc. La lumière, l'air, et ça finit par la mort, 844. Et nous aussi, je ne sais plus quelle proposition c'était, mais avec la mastication des morts de Patrick Kerman, prononçons pas à l'américaine, c'est bien ce que j'ai voulu qu'on explore aussi. Alors, ce qui est miraculeux dans Kenneth Goldsmith, c'est qu'évidemment, c'est compliqué à lire parce que c'est des artistes, c'est de la presse, c'est des comptes rendus, c'est des pubs, c'est vraiment toute une archéologie de montage. A Million Strangled Death of Trapped Souls. À côté, il y a toujours le
tout petit truc, là, la toute petite note qui indique la source. Et puis ensuite, il y a les index qui vous permettent de retrouver l'immensité de ce qu'il a phagocyté là aussi. Mais qu'est-ce que c'est à côté du travail de Benjamin, puisque lui, il sait le modèle qu'il utilise. Alors moi, je voulais en venir. C'est bon, j'ai fait mon job. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. Est-ce que c'est une consigne? Ben ouais. On écrit la table des matières. On l'a déjà fait un petit peu l'autre jour quand on travaillait avec Muñoz Molina. Vous savez, ce très beau livre de Antonio Muñoz Molina, un promeneur solitaire dans la foule en français, au seuil, avec dedans 600 ou 700 intertitres en gras qui sont chacun des débuts de paragraphe. Non, ils ne sont pas 600 ou 700 parce que très souvent c'est le même incipit qui revient. Invente ta vie rêvée, apprends à lire ton corps. Ça, vous allez apprendre à lire ton corps, comme un petit peu chez Calvino, mais tout ça, on est dans le même état d'esprit. Pour moi, il y a une seule chose, c'est comment passer de écrire là, avec proposition. Proposition, c'est pas parce que c'est moi qui induis de l'énergie, c'est parce que une fois qu'on ouvre ce champ, il y a toutes ces écritures qui convergent, qui s'assemblent et qui s'installent à cet endroit. Et son écriture à soi, elle vaut par la totalité des autres. Moi, c'est ça qui continue encore de m'émerveiller encore plus après ces 40 jours dans Atelier d'écriture. On a travaillé sur ce fractionnement. Et bien là, ce fractionnement, on va l'installer dans cette notion capital. C'est quoi, vous, capital, quand, je répète aujourd'hui, ce que Benjamin a fait pour le 19e siècle, Kenneth Goldsmith l'a fait, et super bien, pour le 20e siècle. Eh ben, 21e siècle, plus besoin. Par contre, cette façon de découper et d'aller chercher l'anonyme, Schlanger, présence des œuvres perdues, d'aller chercher ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été montré, cette structuration, elle est en elle-même la part créative, la part auctoriale. J'aime pas ce mot, mais des fois, c'est bien de ne pas les laisser aux coupeurs de terminologie en quatre, qui font que Benjamin, avec Passagenwerk, est auteur littéraire. Que Goldsmith, avec tout son ancrage radicalement conceptuel, nous propose probablement le plus beau livre sur le rêve qu'est New York, encore à l'heure actuelle. C'est cette organisation. Et cette organisation, si on la nomme, si on la structure, eh ben, on va glisser de ce qu'on a fait 40 fois de façon séparée, le laisser éventuellement s'organiser pour qu'à un moment donné, rétrospectivement, tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, c'était pour ça, vous apparaisse comme votre projet, votre livre. Alors allons-y. Moi, je vous laisse Ouais, je vais faire quelques scans comme ça, circulants. Capital de Kenneth Goldsmith, avec la table des matières. Écrivez donc une table des matières. Et parce que ce sera uniquement une table des matières, mais dans cette présence du perdu, mais dans cette relecture qui est toujours fractale, parce que petit Baudelaire rêve d'un Paris capital du 19e siècle, et puis l'ensemble des petites notes gribouillées sur Baudelaire et recopiages sauvés par l'équipe d'Agamben. Eh bien, là, ça va s'écrire là en 24 heures? Non, vous avez tout le temps qu'il vous faut maintenant. Parce que, précisément, on n'en a pas fini avec cet atelier, et que tout ce matériau, il y a quelque chose qu'on va inventer avec. Et ça, merci Kenneth Goldsmith. C'est toi qui as rendu le plus bel hommage à Walter Benjamin en disant « J'en fais autant ». À nous d'en faire autant. Gardons le mot capital, même si ce serait juste là, le bout de la rue chez moi. Et immense, immense, immense merci.